L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 décembre 2024 et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'économie autrement. Au micro, Guillaume Le Panéraire. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, le thème de l'édition est le domicile. Avenir de l'hôpital ? Le constat est malheureusement connu de longue date. Le parcours de soins est aujourd'hui très difficile en France. Manque de personnel de soins et de praticiens, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, en ville comme à la campagne. Des hôpitaux surchargés, eux-mêmes soumis à des fonctionnements de plus en plus compliqués. De nombreuses initiatives ont été engagées pour repenser les modèles et trouver une meilleure organisation pour la prise en charge des patients. Dans ce contexte, s'est progressivement développé ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, dite HAD, s'appuyant notamment sur les innovations technologiques et numériques. Il ne s'agit pas de pratiquer des actes médicaux lourds dans nos salons ou nos cuisines, mais de permettre de raccourcir une hospitalisation, voire parfois de l'éviter complètement avec des soins effectués au domicile des personnes malades. Encore assez méconnu malgré un développement très important ces dernières années, l'hospitalisation à domicile pourrait changer de manière importante notre approche de la prise en charge des soins, notamment parce qu'elle répond aux aspirations fortes des patients. Pour approfondir le thème de cette émission, nous écouterons tout d'abord l'édito d'Erwan Kerrier, associé directeur de KPMG, responsable des activités liées à la santé. Ensuite, dans le grand angle, j'aurai le plaisir d'échanger avec le docteur Elisabeth Hubert, ancienne ministre de la Santé, et aujourd'hui présidente de la FNEAD, Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, ainsi qu'avec Jean-Charles Dron, directeur opérationnel de Imeuse Santé. Nous terminerons cette émission avec le Zoom et Naïm Kelkal, responsable du programme Entrepreneurs dans la ville. Mais commençons donc cette nouvelle édition avec l'édito d'Erwan Kerrier. L'édito. Le domicile peut-il être l'avenir de l'hôpital ? Aux béotiens du sanitaire, aux novices du parcours patient, voilà une question qui les fera tomber de Charybde dans Scylla, naviguer entre les récifs de l'étrangeté et l'obscurité des transformations profondes que traverse l'hôpital depuis 20 ans. De quoi nous parle-t-on ? Ces grandes bâtisses aux couleurs rarement bigarrées, qui souvent trônent aux confins de nos cités et parfois dans leur hauteur, seraient donc appelées à disparaître totalement ? Des cohortes de chirurgiens ou d'infirmières débarqueraient dans nos villes et nos campagnes pour nous prodiguer leurs soins jusque dans nos chambres. Une batterie d'instruments de pointe s'installerait au cœur de nos salons pour les transformer en blocs opératoires. Il n'est pas besoin d'avoir fait médecine pour comprendre l'évidente candeur de ces questions. Et pourtant, partons de constats largement évoqués au sein de nos différentes émissions consacrées à la santé. Les hôpitaux sont de plus en plus saturés, en raison du vieillissement de la population d'une part et de l'augmentation des maladies chroniques d'autre part. En outre, la pression sur les professionnels de santé incite à repenser les modèles. Il est utile aussi de rappeler qu'une part importante des actes réalisés à l'hôpital ne nécessite pas de mobiliser un plateau technique lourd et pourrait se faire au domicile du patient. Enfin, le fameux virage ambulatoire, c'est-à-dire la montée en puissance des actes de soins en ville, même s'il est assez éloigné d'un virage en épingle tel qu'on pourrait le retrouver sur un circuit de Formule 1. Bref, ce virage engage depuis plusieurs décennies tout un ensemble de réformes qui délocalisent progressivement le soin de l'hôpital vers le domicile. La création des structures d'hospitalisation à domicile et la croissance du nombre de patients suivis est un signal fort d'un système qui cherche à privilégier désormais la légèreté des interventions et éviter le retour ou le passage à l'hôpital. De la même manière, la création des IPA, c'est-à-dire des infirmières en pratique avancée, doit ou devra permettre aux médecins de déléguer une partie des tâches qu'ils assuraient à ce jour pour s'en consacrer à d'autres types de soins ou à davantage de patients. Notre système de santé est en perpétuelle réorganisation, sous l'impulsion du régulateur ou porté par des professionnels de terrain qui s'adaptent, innovent, brisent les codes. À ces évolutions structurelles s'ajoute le déploiement de solutions de e-santé sur le territoire, dans les communes, les bus itinérants, le domicile. Nous sommes, comme dans la plupart des secteurs, tout juste à l'aube du développement des nouveaux usages numériques dans la gestion de notre santé. Outre la profusion des données dont chacun sera producteur et qui permettront, via des algorithmes parfois d'une simplicité biblique, de prédire notre exposition à certaines pathologies, nous serons surtout entourés d'appareils du quotidien qui auront également une vertu de surveillance médicale et de curatif. L'empowerment du patient, c'est le nom assez barbare qui définit les nouvelles compétences de tout un chacun dans la prise en charge de sa maladie. Suivi des données au quotidien, sollicitation de médecins ou d'infirmières en cas de signe d'alerte, soins en autonomie avec l'aide d'appareils médicaux connectés.
Le patient deviendra acteur de sa santé. Le déploiement progressif de Mon Espace Santé, au même titre que l'ensemble des ambitions que l'on retrouve dans le plan Ségur, pose les bases permettant au système de santé d'être plus fluide, plus efficace, plus sécurisé et plus prédictif. Toutes ces évolutions sont fortes et l'on sent bien que la vérité est en marche et que rien ne l'arrêtera. Le domicile va devenir le lieu privilégié où l'on se fera soigner, où l'on se soignera seul et où l'on mourra. L'hôpital ne disparaîtra pas, bien sûr, mais il sera une étape subsidiaire, un passage non obligatoire, un jalon auquel nous pourrons avoir recours en bénéficiant d'un plateau technique de pointe qui fera intervenir des chirurgiens hyper spécialisés, parfois répartis aux 4 coins de la planète. À cette histoire, il n'y a pas de point final. Tout est affaire de transformation, de challenge, de nouveaux défis, que ces acteurs engagés continueront de relever avec parfois la seule force de leur conviction. Pas de point final à l'hôpital, donc, mais un point d'orgue à cet édito. Même si une histoire semble arriver à une impasse ou manquer de fin, il y a toujours des possibles, un avenir, un renouveau à découvrir. Et le petit prince de dire à l'aviateur, ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle. J'ai le plaisir d'accueillir 2 invités au micro, le docteur Elisabeth Hubert, ancienne ministre de la Santé. Vous êtes aujourd'hui présidente de la FNEAD, Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Vous serez accompagné par Jean-Charles Dron, directeur opérationnel de IME Santé, un consortium porté par le département de la Meuse, visant à promouvoir l'amélioration de l'accès aux soins, notamment grâce aux outils numériques. Bonjour Jean-Charles Dron. Bonjour Guillaume, bonjour Madame Hubert. Elisabeth Hubert, ma première question est pour vous. Vous êtes présidente de la FNEAD, donc Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, dit HAD. Pouvez-vous nous expliquer justement à quoi correspond l'hospitalisation à domicile ? Tout d'abord, les 3 mots ont de l'importance. Établissement, hospitalisation à domicile. Parce qu'ils peuvent apparaître quelque peu contradictoires d'utiliser cette alliance des 3 mots. Nous sommes une activité de soins qui existe maintenant depuis bientôt 70 ans, qui permet de prendre en charge à leur domicile. Ce domicile, maintenant, avec le développement des substituts de domicile tels que les EHPAD peuvent être les EHPAD, mais le domicile, nous prenons en charge des patients qui sont atteints de pathologies lourdes, qui engendrent des soins complexes. Ce sont des maladies qui peuvent être aiguës ou chroniques, mais qui, dans tous les cas, au regard de ce qu'est l'état de santé du patient et de la personne, auraient justifié une hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire d'aller à l'hôpital ou en clinique. Éventuellement, cela peut être aussi de permettre de sortir plus vite de l'hôpital ou de la clinique. Donc nous sommes une activité qui est une activité qui engendre, et on va y revenir, une organisation pointue, complexe, pluridisciplinaire, et qui, je le répète, ne doit pas être confondue avec le maintien à domicile. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à même, ce n'est pas dans notre focus d'activité, ce n'est pas que nous ne pourrions pas le faire, mais nous sommes une activité sanitaire et pas une activité sociale. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le maintien à domicile vers lequel on se tourne lorsque l'on a un parent âgé pour lequel il y a besoin de soins de toilette, d'une aide au déjeuner, une aide à préparer la cuisine, une aide à la mobilisation. Nous sommes là pour apporter des soins. L'hospitalisation à domicile semble être de plus en plus plébiscitée par les Français qui envisagent désormais leur domicile comme un lieu de soins. Comment s'inscrit aujourd'hui la HAD dans le système de santé et dans l'organisation des soins en France ? Alors, vous êtes très aimable de dire que l'hospitalisation à domicile est plébiscitée parce que malheureusement, je crains qu'elle ne soit mal connue dans la définition que je viens d'en donner. C'est-à-dire que notre organisation, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était complexe, est assurée par des établissements. C'est-à-dire que nous avons une activité qui est soumise à autorisation, soumise à une réglementation, soumise à un financement qui est particulier, mais qui est très proche de celui des hôpitaux et des cliniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes mal connus parce que nous intervenons, tel que je l'ai défini tout à l'heure, soit en aval, soit en amont d'une hospitalisation. Et cela, c'est mal connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les progrès qui ont été ceux des sciences, de nouveaux médicaments, de nouvelles technologies, on parlera tout à l'heure du numérique, permettent, dans bien des cas, à ce que des patients puissent être soignés chez eux, non pas pour remplacer l'hôpital. Il y aura toujours besoin, et de plus en plus, de l'avis technique, de l'avis de l'hôpital, dans le sens conseil, dans le sens diagnostic, dans le sens orientation thérapeutique, mais pas pour obligatoirement
héberger le patient. Je pense que ça, c'est un élément important. Alors, je vous rassure, nous ne sommes pas encore à opérer sur la table de la cuisine des patients. Non, nous ne sommes pas non plus en train de dire que quelqu'un qui vient de faire un infarctus, on peut le laisser à domicile. Non. Tout ce qui relève d'un besoin, d'une surveillance, qui est une surveillance minutieuse, continue, en réanimation, ou parce que l'état de santé peut très vite basculer, c'est-à-dire le très vite, c'est en quelques secondes ou quelques minutes, ce n'est pas de l'hospitalisation à domicile. Mais par contre, quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, qui a fait une poussée aiguë et qui a été transféré à l'hôpital, son état est stabilisé, ce n'est pas pour autant que son insuffisance cardiaque est guérie, ce n'est pas pour autant que l'épisode aigu dont il a souffert a disparu, mais il est stabilisé. Là, nous pouvons le prendre en charge dans l'hospitalisation à domicile et éviter donc un séjour qui pourrait durer plusieurs jours. Là, il peut être réduit en termes de temps. Donc, nous sommes vraiment sur des schémas d'organisation qui sont, c'est vrai, complexes. Ça veut dire que nous allions à l'intérieur de nos établissements qui ont salarié des personnes, à la fois des personnels soignants qui sont infirmiers, aides-soignants et médecins, bien évidemment. Nous allions aussi des personnels psychosociaux, c'est-à-dire que nous prenons en compte la dimension psychologique. Je pense notamment à tout ce qui est un volet de soins palliatifs. On a beaucoup parlé, et on en reparlera encore beaucoup dans les mois à venir, de la loi fin de vie et des soins palliatifs. Nous sommes des acteurs majeurs. Nous sommes les principaux acteurs des soins palliatifs en France, hors des hôpitaux, et donc nous avons une activité sur la fin de vie qui est importante et qui relève donc d'un besoin d'accompagnement psychologique ou d'un accompagnement social, et nous avons aussi des assistantes sociales salariées de nos établissements. Donc nous sommes une organisation qui n'est pas très différente de celle des établissements hospitaliers classiques tels qu'on les imagine, puisque nous avons l'ensemble de ces personnels qu'on retrouve aussi dans un hôpital ou dans une clinique. Mais nous travaillons de façon très étroite avec les professionnels libéraux. Nous allons continuer à travailler avec l'infirmière libérale du patient. Le médecin généraliste, quand il existe, est un élément déterminant pour prendre en charge le patient. Donc, nous constituons, si vous voulez, une équipe dédiée pour un patient qui va présenter un certain nombre de pathologies et de difficultés et de besoins de soins qui sont à chaque fois pour chaque patient différents. Je le dis souvent, nous ne faisons pas du prêt-à-porter, nous faisons même du sur-mesure et j'ai même un peu l'impression de plus en plus que nous faisons de la dentelle. Donc nous sommes vraiment dans cette optique d'être complètement dédiés à une organisation, mais qui effectivement est complexe, apparaît parfois un petit peu lourde. Elle apparaît parfois un peu lourde pour les entourages, puisqu'effectivement, on amène un peu l'hôpital à la maison, et cela peut être pesant pour un entourage, surtout si ça doit durer un peu. Et puis, nous apparaissons aussi parfois comme étant un peu lents, mais vous comprenez bien qu'avant de rentrer à son domicile un patient, il importe d'aller voir si le domicile, s'il y a un entourage, si le patient a un état de santé qui est très précaire. Et cela impose aussi une forte mobilisation de cet entourage. Et nous sommes de plus en plus aujourd'hui amenés à nous appesantir sur les besoins non seulement du patient, mais aussi de l'aidant. Donc, une organisation qui est un peu lourde, mais qui, par contre, permet à ce que des patients puissent être à leur domicile pour des durées qui peuvent se compter simplement en quelques jours, voire en une journée. Nous prenons de plus en plus des patients, par exemple en chimiothérapie injectable à domicile. C'est-à-dire que nous sommes en train de développer une alternative à l'hospitalisation de jour, au besoin qu'il y a d'un patient d'aller à l'hôpital pour se faire sa chimiothérapie. Donc vous voyez des axes de développement qui sont considérables, mais qui sont effectivement obligatoirement adaptés à l'état de santé du patient. Transformer le domicile comme un lieu de soins, même pour des soins lourds, on imagine que cela entraîne un certain nombre de défis. Quels sont-ils et sommes-nous prêts à les relever ? Alors, les défis sont de plein de façons. J'ai presque tendance à dire, et vous l'avez constaté avec ce que je viens de dire sur l'organisation, et vous me permettrez d'être un petit peu lapidaire, maintenant on sait faire. C'est pas un sujet. Prendre un patient, et je vais vous donner un exemple qui va apparaître d'une complexité folle, prendre un patient tétraplégique qui a besoin d'un respirateur artificiel qui sera alimenté par voie artificielle, on sait faire. C'est pas un problème. On sait faire. On sait organiser. Et ça, c'est le summum de la difficulté, mais nous sommes aussi amenés à pratiquer la continuité des soins. Ce patient, à toute heure du jour ou de la nuit, pourra effectivement nous solliciter et il y aura des personnels qui pourront se déplacer. C'est moins
donc cette complexité organisationnelle, qu'aujourd'hui, en réalité, une évolution de notre système de soins qui est encore en France très hospitalo-centré. C'est-à-dire que, étant moi-même médecin, ça m'est peut-être un petit peu plus facile de dire que le principal obstacle, c'est de lever les obstacles dans les têtes des professionnels de santé, et notamment dans la tête des médecins. C'est-à-dire de se dire qu'effectivement, un patient qu'ils prennent en charge et dont ils ont le sentiment que l'état de santé n'est pas stabilisé, eh bien, c'est d'amener effectivement ses confrères, leur dire, mais si vous attendez qu'il soit stabilisé, ça va demander 8 jours, 15 jours. Et regardez, ce patient a 85 ans, l'hospitalisation loin de sa famille, qui habite à 1 heure de route, qui ne peut pas venir le voir tous les jours, eh bien, est en train de se dégrader. Ses facultés cognitives sont en train d'être mises en cause. Et donc, il faut le sortir. Oui, mais il sera loin de moi, il sera loin de mes yeux, loin de mes mains. Oui, mais vous avez des confrères avec lesquels vous pouvez interagir. Et donc, ne pensez pas que vous avez besoin de tout faire tout le temps. On peut effectivement déléguer. Nous allons suivre le protocole thérapeutique, le projet thérapeutique, le protocole de soins que vous avez imaginé, que vous pensez bien pour votre patient. Nous allons interférer avec vous, nous pourrons échanger, éventuellement nous pourrons faire des téléconsultations avec vous, mais il serait mieux pour ce patient qu'il revienne à domicile. C'est là les obstacles que nous avons le plus à soulever. C'est aussi à l'inverse, amener, et d'où le fait que nous sommes très intéressés par le développement des communautés professionnelles de territoire, de santé, de façon à ce que ces professionnels qui se réunissent, dont certains travaillent maintenant en maison de santé, soient plus à même, si vous voulez, de jouer sur la fluidité des différents compartiments dans notre organisation des soins. Et nous sommes encore aujourd'hui en France trop compartimentés, trop habitués à agir en silo, sans avoir obligatoirement constitué les ponts qui devaient réunir ces différents compartiments. Je pense que la chance de l'hospitalisation à domicile, c'est d'être une passerelle. Nous travaillons avec les uns, nous interagissons avec les autres, et nous amenons aussi donc ce monde hospitalier, ce monde ambulatoire qui a parfois du mal à se comprendre et à travailler ensemble, à mieux travailler parce que nous sommes cette passerelle qui s'est constituée au fil des années. Avant de passer la parole à Jean-Charles Ledron, qui nous présentera la structure IME Santé, une dernière question pour vous, Elisabeth Hubert. Pensez-vous que le numérique et l'évolution des technologies représentent la principale opportunité pour un plus grand développement de l'hospitalisation à domicile ? Alors, je ne sais pas si c'est la principale opportunité, mais il est indéniable que c'est une formidable opportunité. Je pense qu'il y a une autre opportunité dont on ne parlera pas aujourd'hui, puisque ça nous amènerait sur un autre débat, qui est aussi tout l'enjeu de la formation des professionnels de santé. Et je ne crois pas, comme certains, que la jeunesse soit obligatoirement un inconvénient. Au contraire, elle va s'approprier un certain nombre d'autres éléments que ma génération s'est peut-être mal approprié en son temps. Et donc, je pense que la formation est aussi un défi, mais pour revenir sur le numérique, l'opportunité, oui. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à un praticien, ce que nous faisons déjà très facilement, par exemple dans un domaine, je vous ai parlé tout à l'heure des soins palliatifs, nous prenons aussi énormément en charge des patients sur des soins complexes, des pansements complexes. Et donc, ce sont des plaies. Et bien, régulièrement, nous faisons des consultations à distance qui permettent, avec les qualités aujourd'hui des outils dont nous disposons, à des dermatologues, à des chirurgiens plastiques, de pouvoir juger de l'état de ce qu'ils ont fait, des soins qu'ils ont éventuellement assurés, s'il y a eu une greffe, et puis de la bonne réussite des prescriptions qu'ils ont pu faire. Donc cela, c'est déjà devenu quelque chose depuis des années de banal. Nous avons aussi de plus en plus, je vous ai dit, des patients en soins palliatifs, des patients qui sont donc reliés à des appareils qui les permettent d'injecter un certain nombre de produits. Nous avons des pompes, et bien aujourd'hui, nous avons des pompes connectées. Ces pompes connectées, elles ne permettent pas encore, techniquement, elles le pourraient, il y a un problème de réglementation, d'injecter à distance les produits, mais elles permettent au moins d'en contrôler la bonne administration, elles permettent d'en contrôler les dosages. Donc nous sommes en train de permettre ainsi d'éviter les erreurs qui peuvent être faites, qui sont humaines. Les professionnels de santé sont des humains et on peut faire parfois des erreurs de dosage. Malheureusement, de temps en temps, il y a des questions dans la presse, donc on sait qu'effectivement, ce genre d'incident peut arriver. Incident, même voire accident. Eh bien, les pompes connectées permettent d'éviter ce genre de choses. Et l'usage du numérique, d'application, nous permet aujourd'hui aussi d'avoir des suivis, d'avoir des possibilités de communiquer entre professionnels. Nous avons beaucoup développé durant la crise du Covid des outils qui sont des outils, bien évidemment,
de façon commune. On les appelle des WhatsApp, mais ce sont des applications dédiées et particulières. Et ces applications nous ont permis, pendant la crise de Covid, alors que les relations entre professionnels étaient plus compliquées, puisque effectivement nous étions amenés à faire un peu plus attention, eh bien nous pouvions communiquer, nous pouvions échanger. Et ça a perduré. Et le numérique, c'est demain aussi la capacité, des applications sont en train de se développer, à accompagner le suivi des patients, à même mieux prédéterminer s'il y a des patients qui ont des risques supplémentaires à d'autres, parce qu'on aura identifié leurs éventuelles vulnérabilités, les leurs ou celles de leur entourage, que l'on aura prédéterminé, on aura ainsi un peu prédit, grâce à des applications numériques, des risques qu'on n'imagine pas obligatoirement. Et si on les anticipe, eh bien effectivement, on a tous les moyens de faire en sorte que ces incidents arrivent moins ou pas. Et donc, demain, on saura très certainement, j'en suis persuadée, prédéterminer lorsqu'un patient aura besoin de soins, d'avoir immédiatement des alertes qui nous pourront nous dire: attention, ce patient, vous le transférez à l'hôpital, mais êtes-vous sûr qu'il a vraiment besoin d'aller à l'hôpital? Ou un patient qui arrivera aux urgences, demain, on pourra avoir effectivement des outils qui diront: mais vous pouvez avoir une alternative qui est effectivement l'hospitalisation à domicile. Donc je pense, si vous voulez, que le numérique, à la fois en accompagnement et en sécurisation des patients et donc en amélioration de la qualité, va être une formidable opportunité, mais elle va être aussi une formidable opportunité pour resituer chaque compartiment que j'évoquais tout à l'heure de l'offre de soins, là où il est le plus efficient. Et à un moment où on a un gros problème de démographie des professionnels de santé, notamment des médecins, pouvoir se dire que les outils, notre organisation fait que les médecins, ils vont pouvoir être centrés sur leur valeur ajoutée de diagnostic et thérapeutique et ne pas être amenés, comme on l'a vu pendant très longtemps, à faire un peu de social, à chercher une place en EHPAD, etc. Non, ce n'est pas la valeur ajoutée d'un médecin, ce n'est pas pour autant qu'il ne doit pas s'en préoccuper, il est membre d'une équipe, mais ce n'est pas à lui de le faire. Eh bien, tout ça, le numérique, l'organisation d'une offre de soins, l'émergence de métiers, on parle beaucoup des infirmières de pratique avancée, eh bien, effectivement, ce ne sont pas des substituts des médecins, cela ne doit pas être des sous-médecins, elles ont leur place dans cette organisation et elles permettront effectivement à ce que l'ensemble de notre système soit plus efficient. Et je suis moins pessimiste que certains ne le sont face aux problèmes de démographie. Je pense qu'effectivement, nous avons en main une formidable boîte à outils, je le dis souvent. Le seul problème, c'est que la boîte à outils du système de soins français a un immense inconvénient. Tous les outils sont là, ils sont en désordre. Il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et il n'y a pas obligatoirement besoin de beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent. Vous savez, et je finirai peut-être sur ce point, lorsqu'on prend un patient en hospitalisation à domicile, le coût moyen est presque 4 fois moins important que ne l'est une journée d'hospitalisation conventionnelle. Nous avons donc en nous-mêmes la solution, y compris financière, pour faire en sorte que notre système marche mieux. Merci Elisabeth Hubert. Jean-Charles Ledron, je me tourne désormais vers vous. Vous êtes directeur opérationnel de IME Santé. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre structure ? Alors bien sûr, donc IME Santé, c'est un consortium qui regroupe une quarantaine d'acteurs et qui a déposé en 2018 un projet dans le cadre de l'appel à projet France 2030, qui à l'époque s'appelait Territoire d'innovation grande ambition, avec un projet autour du numérique en santé. Et l'enjeu de ce programme, tel qu'il a été conçu, c'était de voir comment finalement les innovations, notamment numériques, pouvaient répondre à des problématiques qu'on retrouve dans nos territoires, comme l'accès à la santé, le vieillissement de la population, la difficulté à pouvoir avoir accès à de la médecine, notamment spécialisée, et d'observer finalement comment ces nouvelles solutions, ces nouvelles pratiques pouvaient s'ancrer dans les habitudes des professionnels de santé et des citoyens, et de fait faire face à cette situation qui se tend de plus en plus. Alors, Elisabeth Hubert vient de nous dire que la technologie est un facteur important, certes pas le seul, dans l'évolution des pratiques de soins. Le numérique est-il nécessairement au cœur des projets portés par IME Santé ? Le numérique n'est pas une fin en soi. Nous, on pense qu'effectivement, les outils numériques permettent d'apporter des services, permettent d'apporter de l'efficience, permettent de faire gagner du temps, de permettre aussi que certaines tâches, en fait, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, puissent être prises en charge différemment. Mais le gros enjeu pour un programme comme IME Santé, c'est de regarder comment ces technologies vont s'insérer dans les habitudes, à la fois des professionnels de santé, mais aussi des patients. Donc, on va regarder si effectivement une solution qu'on identifie comme étant pertinente par rapport à une problématique. Alors, la problématique, ça peut être l'accès à la santé, ça peut être la prévention, ça peut être le bien vieillir à domicile ou encore la prise en charge
charge des maladies chroniques. L'idée, c'est d'observer finalement si des solutions existent et comment elles s'inscrivent, comment elles s'insèrent dans les pratiques, et de regarder si justement elles changent les organisations ou si elles induisent des modifications organisationnelles. C'est regarder aussi si le cadre réglementaire qu'on peut retrouver au niveau national permet leur développement. On peut faire face à des situations, des solutions qui sont extrêmement utiles, extrêmement efficientes, mais qui se heurtent à un cadre de droit commun qui ne permet pas leur application. Et le troisième sujet, ça va être celui, évidemment, du modèle économique. La question est bien de se dire comment ces approches innovantes, comment ces outils vont nous permettre de mieux prendre en charge les gens, et peut-être à des coûts qui sont optimisés. Donc, il y a bien ce sujet de santé publique, puisqu'on est dans un système de santé qu'on veut préserver et qu'il est nécessaire, du coup, d'en optimiser les modalités de prise en charge économique. Le deuxième sujet, c'est pour les professionnels de santé. S'ils n'ont pas d'intérêt à utiliser ces solutions dans leur propre exercice, ils ne l'utiliseront pas. Donc, il faut aussi observer finalement ce que ça veut dire dans le modèle économique des professionnels de santé. Et puis, le troisième sujet, en fait, c'est pour les acteurs qui proposent ces solutions numériques. L'objectif, au travers d'un programme comme le nôtre, hormis le fait de répondre à des enjeux de santé dans les territoires en trouvant des solutions très concrètes, de la téléconsultation de territoire, de la télésurveillance qui s'organise avec les acteurs de santé en proximité, des dispositifs médicaux connectés qui permettent de faire gagner du temps dans la remontée d'informations sur l'état du patient, ou encore, évidemment, tous les outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire gagner du temps en hiérarchisant parfois le risque entre des situations cliniques de patients. Et donc, l'enjeu, il est bien sûr de se dire, là où on a des pépites qui émergent et qui proposent des solutions innovantes, comment elles peuvent se développer sur leur marché et contribuer à l'émergence de filières autour de la e-santé. Donc, on n'est pas, entre guillemets, techno-push, dans le sens où on ne recherche pas de la technologie pour de la technologie, mais on est très vigilant à faire de la veille sur les solutions qui nous semblent très innovantes à ce titre, mais qui du coup questionnent en termes de modèle économique, d'organisation ou de réglementation. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets déjà mis en place ? Bien sûr, donc on a beaucoup appris d'une expérimentation autour d'un modèle de téléconsultation qu'on appelle la téléconsultation augmentée et assistée de territoire. Assistée parce qu'effectivement, lorsque la téléconsultation est réalisée, on privilégie toujours que le patient puisse être accompagné par un professionnel de santé, donc ça va être un infirmier ou un pharmacien qui va accompagner le patient, qui va apprendre ses constantes et préparer finalement le colloque singulier qui va se faire entre le patient et le télémédecin quand celui-ci va se connecter. Donc on a une vraie interaction qui existe, à la fois sociale et médicale, qui a un vrai plus par rapport en fait aux besoins de prise en charge qu'on constate dans nos territoires. Et augmenter parce qu'effectivement, dans le cadre d'Ime-Santé, on teste plein de solutions innovantes qui apportent finalement des prises de paramètres biomédicaux plus faciles, de l'intelligence artificielle ou encore des échanges d'informations qui vont apporter une vraie plus-value à la téléconsultation et à l'échange d'informations entre du coup le patient, entre le soignant et aussi avec le médecin. Un deuxième exemple, par exemple, c'était celui de la télésurveillance des maladies chroniques respiratoires. On a pu travailler avec plusieurs startups qui proposent des solutions qui permettent de suivre le souffle du patient, la saturation en oxygène, ses habitudes aussi de vie en termes de sédentarité ou d'alimentation. Et à partir de cela, du coup, de pouvoir remonter vers le centre de référence hospitalier des indicateurs lorsque finalement ce qui était remonté des dispositifs de télésurveillance n'était pas très bon. Donc une prise en charge par le centre de référence. Et ça permettait aussi aux citoyens parfois de se rendre compte un petit peu mieux de la situation dans laquelle il était et du coup d'adopter des attitudes peut-être plus favorables à sa santé. Un peu moins de sédentarité, un peu plus de marche, sortir le chien, manger différemment, etc. Et donc on a pu inclure comme ça 400 patients qui nous ont appris beaucoup finalement sur ce modèle, là encore, de territoire, de suivi des patients entre l'hôpital, des réseaux de proximité, des professionnels de santé en ville et toute une infrastructure à la fois numérique et augmentée avec des dispositifs innovants pour suivre les patients au quotidien. Et sur la base de ce modèle de 400 patients, on va construire un essai clinique sur l'ensemble de la région Grand Est, où l'idée, c'est d'extrapoler ce modèle pour regarder justement quelle est la faisabilité médico-économique de cette nouvelle modalité de prise en charge. Alors, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples parce qu'on a 35 expérimentations en cours avec autant de startups, mais toutes ces startups, finalement, concourent un petit peu aux mêmes objectifs, c'est-à-dire apporter plus de services aux professionnels de santé et aux patients et les aider dans leur pratique au quotidien. Si Ime-Santé est mené par le département de la Meuse, il associe aussi les départements de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle. L'approche territoriale de votre action est-elle fondamentale ? C'est un point clé.
Et finalement, quand les départements de la Meuse, de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle se sont regroupés en 2018 à l'initiative de Claude Léonard, qui était président du département de la Meuse, mais également médecin, l'idée, c'était de se dire que finalement, on avait en commun un certain nombre de situations territoriales, mais aussi des différences. Alors, par exemple, je peux vous donner l'exemple de la Haute-Marne ou de la Meuse, qui partagent une forte ruralité, même si elles sont différentes en termes de réponses de santé dans les deux territoires, mais on a bien ces caractéristiques de grande ruralité. Et à côté de cela, on avait le département de la Meurthe-et-Moselle qui a aussi des territoires ruraux, bien sûr, mais qui est aussi la métropole de Nancy avec une offre de santé très organisée, notamment autour du CHRU de Nancy. Donc pour nous, tout l'intérêt, c'était de se dire, quand on va expérimenter, on va pouvoir expérimenter dans des conditions différentes. Ça va nous donner autant de cas d'usage qu'on va évaluer. Et sur la base de cette évaluation, on va pouvoir proposer des vade-mecum, des bonnes pratiques, des propositions de changement pour que ce qui nous apparaît comme étant des solutions qui ont du sens, on puisse donner les clés de leur réplication, et de leur déploiement à plus grande échelle. Donc évidemment, on a les 3 départements partenaires du projet, mais on travaille bien sûr avec l'ARS Grand Est, qui est un partenaire majeur du programme et qui nous oriente sur les objectifs de santé auxquels on doit contribuer, et également la région Grand Est, qui au-delà de nous aider sur la dissémination au niveau régional des travaux qu'on mène, nous oriente aussi sur tous les aspects aussi d'accompagnement des entreprises innovantes autour de la santé. Donc, on a comme ça un écosystème d'acteurs qui se complètent très bien et qui nous aide à déterminer les enjeux du déploiement de la e-santé dans les territoires. Et toute cette chaîne d'acteurs nous permet aussi de quelque part se préoccuper aussi bien finalement de thématiques très génériques du déploiement de la e-santé dans les territoires, mais aussi du dernier kilomètre. Ce qui souvent pêche en fait dans le déploiement des technologies, c'est comment elles touchent leur cible, c'est-à-dire comment finalement on donne les moyens à la fois aux professionnels de santé ou aux citoyens de s'en emparer. Alors il peut y avoir des questions d'accès aux technologies puisqu'elles ont un coût, donc elles doivent s'inscrire en fait dans un modèle pour les professionnels de santé au regard notamment de leur rémunération quand ils sont libéraux notamment. Et puis également avec les patients, on a toutes ces problématiques de littératie numérique où tous les patients ne sont pas égaux face en fait au numérique. Donc la question de leur accompagnement se pose aussi. On a un programme qu'on appelle Transition Territoire Santé, dont la vocation finalement est de justement engager cette transition-là pour que les professionnels de santé puissent accéder aux technologies et que les patients ou les citoyens puissent en bénéficier. Une dernière question pour vous, Jean-Charles Ledron. ImeSanté va innover afin de permettre un meilleur accès aux soins pour les patients. Vous l'avez un petit peu abordé, comment les bonnes pratiques et les bonnes idées vont pouvoir essaimer dans tous les autres territoires? L'essaimage, ça fait partie de notre ADN. Il est clairement inscrit dans nos gènes et dans notre lettre de commande, quelque part, qu'on a déposée en 2018. Que finalement les bonnes pratiques des travaux qu'on mène puissent se diffuser le plus largement possible. Alors ça peut être interprété à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'effectivement on a une méthodologie d'expérimentation, on va expérimenter à petite échelle, c'est-à-dire qu'on va regarder si une solution en fait répond à un besoin qui a été exprimé par le ou les territoires. Ensuite on va expérimenter à plus grande échelle où là l'enjeu c'est d'avoir quelque part une puissance statistique suffisamment importante pour démontrer des choses au regard finalement des solutions qu'on expérimente. Et entre guillemets, notre mission s'arrête là. Sauf que notre mission, elle doit faire un dernier bout de chemin, c'est-à-dire qu'elle doit contribuer à déterminer finalement des guides de réplication, des vade-mecum, des propositions aussi qu'on va remettre en fait aux politiques pour que sur les sujets qu'on a pu investiguer et qui ont fait leurs preuves, on puisse les déployer à plus grande échelle. Donc on va aller vers l'ARS, on va aller vers le national, les opérateurs du national, pour leur faire part des résultats de nos travaux. Donc on a vocation à ce que tout ce qu'on propose finalement puisse se diffuser le plus largement possible. Et puis à côté de ça, on a aussi en fait la consolidation d'un cadre méthodologique où l'enjeu pour nous est de finalement poser les bases d'une évaluation qui se veut la plus large possible et la plus réplicable possible. Notre mission, c'est bien l'expérimentation pour évaluer. Donc, on est très vigilant à ce que l'évaluation qu'on fait soit menée dans un cadre qui soit robuste et réplicable pour que nos résultats déjà ne soient pas contestés par rapport aux expérimentations qu'on mène et que par ailleurs, ces approches méthodologiques puissent être prises par d'autres opérateurs dans d'autres territoires afin de les appliquer pour leur propre compte. Alors, on a tout un écosystème de tiers-lieux d'innovation qui s'est développé ces dernières années en France. Il y a des méthodologies qui se consolident. Le GEMSA en est une, par exemple, et on a des méthodes autour de l'évaluation qui se renforcent. Donc, notre mission, c'est de nous en emparer, de les faire évoluer aussi quand c'est
c'est nécessaire. Et là encore, nos travaux sont dans le domaine public et on a cette mission de les transmettre au plus grand nombre. Un grand merci à tous les deux pour cet échange très intéressant. Le Zoom. Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. J'ai le plaisir de recevoir Naïm Kelkal, responsable du rayonnement du programme Entrepreneurs dans la ville, porté par l'association Sport dans la ville. Bonjour Naïm Kelkal. Bonjour Guillaume. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter le programme Entrepreneurs dans la ville et ce qui a fondé à sa mise en place au sein de l'organisation Sport dans la ville? Oui, alors comme vous l'avez dit, le programme Entrepreneurs dans la ville a été créé par l'association Sport dans la ville. L'association Sport dans la ville a été créée en 1998 et le programme EDLV a vu le jour en 2008. Il a pour ambition d'accompagner les habitants des quartiers prioritaires dans leur parcours entrepreneurial. Pourquoi un programme tourné autour de l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat peut être une voie puissante pour générer de l'emploi, pour créer son propre emploi et sortir de la précarité. Pourtant, pour beaucoup de porteurs de projets qui sont issus des quartiers prioritaires, les obstacles sont nombreux. Il manque souvent de réseau. Ils ont une difficulté à accéder au financement et parfois ils ont un déficit de formation sur les fondamentaux entrepreneuriaux. Le DLV vise à lever ces barrières grâce à un accompagnement sur mesure. Et précisément, comment fonctionne ce programme? Le programme fonctionne en 3 phases. La première, c'est une phase qu'on appelle le starter qui dure 6 mois et qui permet de transformer une idée en entreprise viable grâce à des ateliers collectifs et un accompagnement stratégique. Une deuxième phase d'incubation qui, elle, dure 12 mois, qui a pour but de développer commercialement l'activité et structurer l'entreprise. Et enfin, une troisième phase qu'on appelle l'accélération, qui dure 12 mois et qui a pour objectif d'accompagner les entreprises les plus prometteuses à changer d'échelle avec un focus qui est fait sur la levée de fonds et surtout sur la croissance. Ce parcours combine une formation académique en partenariat avec une des plus belles écoles de France, l'EM Lyon Business School, et du mentorat individuel avec des experts, des opportunités de réseautage et des événements d'envergure. Alors, le programme Entrepreneurs dans la ville existe depuis 2008. Quel bilan peut-on déjà en faire? Alors, depuis sa création, EDLV a accompagné plus de 1400 entrepreneurs, à raison de 200 entrepreneurs environ par an. 91% des entreprises créées sont encore actives après 3 ans. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale dans les quartiers prioritaires, puisque cette moyenne dans les quartiers prioritaires est aux alentours de 70%. Parmi les réussites notables, on peut citer une entreprise comme Nali, qui est une entreprise de compléments alimentaires à base de safran. Ils ont plus de 30 salariés, ils vont terminer l'année à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ou je peux encore vous citer My Coach by Jinko, avec plus de 40 employés et 11 salles de sport à travers la France. Enfin, en moyenne, ce que je peux vous dire, c'est qu'un entrepreneur accompagné par notre programme crée 4,2 emplois d'après une étude d'impact qui a été réalisée par un cabinet indépendant en 2022. Des résultats effectivement impressionnants. Dernière question, Naïm Kelkal. Et demain, quelles sont les perspectives de développement du programme Entrepreneurs dans la ville? Eh bien, nous voulons continuer à développer le programme, notamment dans de nouvelles villes comme Nantes, pour couvrir davantage le territoire, notamment dans l'Ouest, et renforcer notre impact. Mais pour cela, on a besoin de soutien, que ce soit en termes de mentorat, d'expertise ou même, bien sûr, de contributions financières pour continuer à faire ce qu'on fait. Merci Naïm Kelkal. Il est temps à présent de conclure cette édition de l'économie autrement. Je voudrais remercier une nouvelle fois nos invités ainsi que tous les contributeurs à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le 28 janvier prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la nouvelle application Radio KPMG. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine, Kenavo. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.